人工知能の陰には人々が忘れてしまった秘密が潜んでいる。その真の力はいつもデータから始まる。その源へと遡るため、モハメドとジルはデータを探偵のように読み解く専門家を招いた。紹介しよう。ジェフロワ・デトルッセル。本日ビアン・オン・パルルイヤ。Si je vous dis Big Data, ML, R, Python, il y en a qui vont se dire, c'est quoi? Il va nous parler de serpents, de terre, d'eau, des modèles de Mercos. Eh bien non, les amis. C'est la base de la data science, la science des données. C'est le cœur du réacteur de l'IA. Et aujourd'hui, on reçoit l'homme qui murmurait à l'oreille des données. Geoffroy Détroussel, CEO de Spider, ML Engineer. Mais avant de donner la parole à Geoffroy, Gilles, est-ce que je t'ai déjà raconté l'anecdote de comment j'ai rencontré Geoffroy ou pas? Non, je crois que tu m'as pas raconté. Je t'ai pas raconté. Du coup, Geoffroy, je t'ai rencontré au collectif de Mordatic sur Vitry-sur-Seine. J'ai éclosé à aller les voir. Espace de coworking terrible. Tu confirmes, Geoffroy? C'est une petite pépite. C'est très sympa. En plus, ils sont très accueillants. Et les locaux sont très conviviaux. Et je te rappelle, Morad nous avait dit fais un pitch elevator. Toi, t'es passé. T'avais fait un pitch. Et j'ai dit lui, je l'aime bien. T'avais sorti une phrase. Je l'ai pas dit à Gilles. Moi, je suis un fan de vélo. Allez. Mais dites donc, ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Et toi, la région parisienne, je connais. Et t'avais dit, je viens du 9-5. Je suis venu en vélo. Et il y avait un gars dans la salle qui était aussi du 9-5. Tu dis, toi, tu laisses ta voiture et tu remontes avec moi en vélo. Mais on est d'accord que Vitry-sur-Seine, Argenteuil, 9-5 Big Up, d'ailleurs, c'est pas la porte à côté. T'as mis combien de temps? Je sais même plus combien j'ai mis. J'ai dû mettre une heure. Alors moi, je suis allé à Choisy-le-Roi avant, mais j'ai dû mettre 1h15, un truc comme ça. Classe. T'es plus rapide que moi en voiture quand je traverse Paris. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en Île-de-France, t'as plusieurs possibilités, mais à part la moto où tu vas aller plus vite que le vélo, en vrai, le vélo, c'est limite le moyen de transport le plus rapide. Ah, franchement, la classe. Moi, tu me dis demain, viens, on va au bled en vélo. Je te dis, vas-y, hein, je suis chaud. Justement, moi, je me suis fait un petit 250 km là, il y a pas très très longtemps. C'était un petit challenge. Et là, j'essaie de mettre en place. Il y a 2-3 personnes qui veulent bien m'accompagner avec un Paris-Marseille en vélo sur plusieurs jours du coup. Ok. Et voilà. Donc l'idée, c'est d'aller à Marseille et après tu remontes en train. Okay. Parce qu'il faut pas abuser non plus. Ok. Bah, tu vas rigoler, hein. Franchement, il y aura des petites surprises dans le podcast. Tu vas être mort de rire. Alors, on découvre. On est d'accord, Gilles, on découvre ça. Ouais, on découvre. Et Geoffroy, raconte-nous comment tu tombes dans la data science. C'était planifié dans ta vie ou ça t'est Absolument tombé? pas. Alors faut savoir que moi j'ai voulu faire plusieurs choses dans ma vie. Et d'ailleurs, je veux toujours faire plusieurs choses. Par contre, moi comme tout le monde, je suis allé à l'école avec des parents qui me poussaient à faire des études, un peu comme beaucoup de gens, je pense. Même si je reste quelqu'un de très manuel de base, on va dire. Et moi, l'école, j'ai toujours eu un attrait. Alors, c'était pas forcément un kiff, mais des facilités, on va dire, pour les mathématiques et les matières scientifiques, on va dire de manière générale. Et en fait, de fil en aiguille, un peu par défaut, en fait, je suis tombé en licence de maths. Bon, en vrai, moi, donc j'ai loupé une première fois mon bac. Franchement, je le dis très honnêtement, complètement démotivé. Pas de visu. Enfin, j'avais pas de métier qui m'attirait plus que ça. Je voulais limite faire de la mécanique, du design industriel. Enfin bref, il y avait pas mal d'idées. J'ai loupé une première fois mon bac, malgré un bon petit 11 en maths d'ailleurs. Enfin, un petit 11, c'est pas non plus extraordinaire. Bac S. Bac S, ouais. Et du coup, en fait, j'ai loupé le bac. J'ai fait plongeur dans un restaurant. Et j'ai dit, écoute, c'est pas ça qui va me faire plaisir durant ma vie. On va se remotiver un petit peu. Et donc, le second bac, j'ai même presque eu la mention. Mais toujours dans le même mindset, c'est-à-dire matière scientifique et le reste on délaisse. Et du coup, moi, j'avais quand même demandé des classes préparatoires, j'ai rien eu. Et du coup, il fallait bien que je trouve quelque chose, donc j'ai fini à un fac un peu par défaut, fac de maths, logiquement. Alors c'était maths info, et du coup, bah, j'ai fait ma licence de maths info, et pour le coup, j'ai pas mal pris de plaisir. Et puis après un master en mathématiques, informatique et statistique. Et pareil, moi, le vrai game changer, ça a été mon alternance. Donc, je suis tombé dans le milieu pro chez Snecma, donc qui maintenant s'appelle Safran Aircraft Engines.
donc qui fait des moteurs d'avion, hein. Et vraiment, j'ai vraiment surkiffé mon alternance. J'étais hyper impliqué, ça s'est très bien passé. Même quand j'ai fait la soutenance, les profs, ils ont kiffé. D'ailleurs, j'ai majoré de toute l'histoire du master, la partie entreprise. Et ça sera à vie parce que le master a changé de nom. Donc voilà, le master INI, ce que j'ai suivi, c'est moi le majorant à vie de ce master-là Classe. dans cette structure, enfin dans ce cursus. Et vraiment, voilà, j'ai kiffé. Et puis j'ai dit, bah en fait, voilà, j'aime beaucoup et je vais continuer là-dedans, quoi. Mais c'était un peu par défaut, si tu veux. Ok. D'ailleurs, pour la petite anecdote, même en L3, j'ai été complètement démotivé. Je me disais, mais tiens, je vais faire kiné, je vais faire ceci, cela. Et, euh, et voilà, je continue malgré tout. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins. L'idée, c'était d'avoir un diplôme. Et c'est vraiment mon master et mon alternance qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. Donc là, t'es kiné de la donnée, on va dire. Ouais, c'est ça. Et là, t'as le titre, toi, il y a Data Scientist. Et franchement, j'ai regardé sur le YouTube francophone, du moins sur YouTube, en tout cas la plateforme. Ça parle pas beaucoup trop de ça. Et si tu veux bien, on va démystifier un peu tout ce monde-là et de le vulgariser au maximum. Gilles et moi, on va essayer voilà, si on comprend pas et on a regardé et ça reste un sacré monde. Mais c'est le cœur du réacteur de l'IA, comme je disais en intro. Toi, là, t'as data scientist, mais toi, tu dis ML engineer. C'est quoi la diff entre les deux? En fait, déjà, si tu veux, tu vas avoir l'IA qui est quand même un domaine, la data science qui est un domaine, mais ça se rejoint. Ça se rejoint à certains endroits, par exemple au niveau du ML et du deep learning. Donc typiquement, le data scientist, si je dois caricaturer, le data scientist, c'est celui qui va avoir un problème et qui va chercher à le résoudre. Donc en gros, la question qui va se poser, c'est quel problème, enfin quel modèle, machine learning, deep learning, ce que tu veux, peut résoudre ce problème. Donc j'ai un objectif métier, on va dire, Mhm. prédire, je sais pas, le prix des voitures, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place à l'aide de la donnée? Donc est-ce que je vais pouvoir apprendre un modèle pour pouvoir réaliser cette action, prédire le prix des voitures? Le ML engineer, lui, c'est Le le machine profil. learning engineer, Machine learning engineer, ça va être c'est celui un qui modèle de va, Mercos encore. c'est le mec qui va s'occuper plutôt de la partie production. Donc en gros, c'est comment faire tourner ce modèle à grande échelle en production. Donc donc c'est plutôt, ouais, lui il va pas forcément travailler sur l'apprentissage du modèle, mais plutôt de se dire bah, comment je le maintiens, est-ce que c'est rentable, comment je le déploie, comment je scale si j'ai besoin de plus de ressources, etc. Donc c'est ça la petite différence. Et du coup, si tu veux, en tout cas moi j'ai un profil un peu consultant data full stack, c'est-à-dire que j'ai même fait de la data analyse pure, du data engineering pur, etc. Et du coup, moi, j'ai un peu touché à tout. Et aujourd'hui, je me définis, en tout cas par rapport à mes dernières missions, plus comme ML engineer. Et même à terme, c'est plutôt vers ça, vers quoi je me tourne. Parce que voilà, j'ai pris goût à tout ce qui va être FinOps, cybersécurité, industrialisation, on va dire. Et ça va être plutôt ces petits challenges-là, c'est-à-dire se me dire, ah bah tiens, ouais, cette méthode-là, elle est super, elle est géniale, tu as tant d'accuracy, donc de niveau de précision, mais au Mhm. final, t'es pas du tout rentable, donc tu vas peut-être aller sur une autre solution, etc. Donc plutôt dans ce côté un petit peu conseil, et surtout au niveau rentabilité, viable en production, qui me drive un peu plus qu'aujourd'hui l'aspect, ah, je vais pouvoir mettre un réseau de neurones en place, tu vois, l'aspect purement technique de l'apprentissage d'un modèle. Et Donc la si tu, différence, voilà, c'est ça, c'est le data scientist, c'est je veux répondre à ce problème. Le ML, c'est mon problème, c'est plutôt comment ta réponse à ce problème, elle va être rentable et je vais l'industrialiser, quoi. Intéressant, intéressant. Et là, moi, je te propose un petit challenge, c'est de vulgariser un petit peu ce monde-là. Dans nos métiers respectifs, moi et Gilles, on travaille avec la data, avec l'IA, etc., beaucoup plus en profondeur, mais pas comme ça. Et il y a des questions qui reviennent sur la data, la donnée. Si elle est mauvaise, bah, l'IA, bah, elle sera mauvaise. C'est pas un truc magique. Aujourd'hui, si on peut vulgariser un petit peu, c'est quoi une bonne donnée pour toi? Déjà, qu'est-ce qu'une donnée? La philosophie, vous avez 4 heures. À 4 heures, Geoffroy. Attends, je vais demander à ChatGPT parce qu'aujourd'hui c'est le référent de beaucoup de C'est gens. la base. Qu'est-ce qu'une donnée? Je pense que c'est le point de départ. En fait, c'est tout simplement une information, on va dire typiquement un prénom, un nom, c'est une donnée. Ton âge, c'est une donnée. Ta couleur de cheveux, c'est une donnée, etc. Quelle température il fait aujourd'hui, etc. Donc ça, déjà, c'est voilà, c'est ça la donnée. Maintenant, c'est quel type de données tu vas avoir, comment tu la stockes, etc.
Mais bon, là, après, on va plutôt dans la partie gouvernance. Mais sinon, qu'est-ce qu'une bonne donnée? Une bonne donnée, c'est une bonne question. C'est dur à expliquer pour les gens normaux, On tu va, vois, on sans va, rentrer dans la technicité. ouais, après, enfin, c'est dur à expliquer sans forcément, pardon, être vraiment difficile. Une bonne donnée, c'est, en fait, pour moi, il va y avoir quatre grands leviers. Donc déjà, ça va être, est-ce que ta donnée est représentative, on va dire, de ta population, de ce que tu cherches à expliquer. Parce que voilà, faut toujours avoir. Moi, je vais avoir cette vision-là, cette vision métier, cette vision un peu technique data scientist. C'est-à-dire que ok, j'ai de la donnée, maintenant qu'est-ce que t'en fais? Stocker de la donnée pour stocker de la donnée, c'est pas forcément hyper pertinent. Il y a des histoires d'ailleurs de boîtes qui ont coulé parce que juste ils voulaient stocker de la donnée. Après, tu as des boîtes qui existent, qui stockent de la donnée et qui revendent la donnée. Mais il y a toujours cette réflexion, est-ce que cette donnée va être pertinente, etc. Et une donnée, pour qu'elle soit pertinente, de qualité, on va dire que ça va devoir être équilibré. Quand je dis équilibré, je te donne un exemple pour que ça soit compréhensible. Imaginons que je veux détecter, par exemple, mon besoin métier, c'est détecter des fraudes dans le domaine bancaire, par exemple. Si dans mon jeu de données, je vais avoir beaucoup de transactions normales, eh ben, mettons 95%, et que je vais avoir que 5% qui concernent des fraudes, et ben là, déjà, j'apporte un biais. C'est-à-dire que même si j'ai de la donnée concernant les fraudes, le modèle, peut-être, il va commencer à être imprécis sur cette partie-là. Et du coup, il va avoir tendance à surreprésenter la partie normale et potentiellement être un peu biaisé ou complètement biaisé après en production. Et quand il analyse une transaction, il va avoir tendance à plutôt privilégier la transaction normale. Donc voilà, ça va être déjà chercher à avoir des données un petit peu équilibrées. Ça rejoint un petit peu la partie représentativité de la C'était la seconde population. question, mais là, tu y réponds parfaitement. C'est la représentation de la donnée. Qui la donne? Ok. Du coup, tu vois, je vais continuer dans les quatre points que j'ai en tête. Donc après, ça va être tout ce qui va être valeur manquante. Il se Ok. peut, donc imaginons, tu vois, moi j'ai fait pas mal dans le domaine industriel, donc ça va être de la donnée qui va être captée par des capteurs. Parfois, t'as des données qui vont être manquantes. Maintenant, ça va être comment tu la gères, cette donnée. Donc, typiquement, j'ai une valeur NA. Est-ce que je supprime la ligne? Est-ce que je supprime la colonne? Mais finalement, peut-être j'ai besoin de cette colonne pour mon modèle, etc., etc. Si j'ai de la valeur manquante, par quoi je la remplace? Parce que je peux la remplacer. Est-ce que je vais remplacer par la moyenne, par la médiane, par du zéro, etc. Donc, ça va être tout ce type de questions sur les valeurs manquantes. Après, il va y avoir ce qu'on appelle entre guillemets la fuite de données. Le terme, c'est data leakage, si je dis pas de bêtises en anglais. Ah, data leak, ouais. Et du coup, ça va plutôt représenter, tu vois, tu vas apprendre un modèle avec certaines variables, mais ça se trouve en production et plutôt en prédiction. Cette variable-là, tu l'auras pas à disposition. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais imaginons quoi? Bah, imaginons, tu apprends un modèle sur, aujourd'hui en France, tu vas avoir des problèmes au niveau RGPD, etc. Mais imaginons que tu apprends un modèle sur le sexe. Donc, une de tes variables, c'est le sexe, Le homme genre. ou femme. Hmm. Hmm. Aujourd'hui, sur un point de vue commercial, tu n'as pas le droit d'utiliser cette variable-là. Mais si tu apprends le modèle, ça veut dire en prédiction, du coup, tu vas pas pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fuite de données. Et puis, pour revenir sur la donnée non représentative, ça, c'est un vrai sujet. Je vais l'avoir en particulier sur les instituts de sondage. Puisque du coup, eux, ils veulent être représentatifs de la population. Donc, ils travaillent, quand ils font un sondage, ils travaillent sur un échantillon. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir un échantillon représentatif de la population. L'échantillon, ça va être, je vais te dire une bêtise, 100 personnes, alors que ta population, c'est peut-être 10 000. Si elle n'est pas représentative, tu vas tirer des conclusions avec forcément un biais. Et Hmm. t'as plein d'exemples, hein, enfin, t'as plein d'exemples, t'as quelques exemples assez marquants où justement, quand t'es pas représentatif, bah, tu tires complètement à l'ouest. Donc c'est ça la qualité de la donnée, on va dire. Ça va être un petit peu tous ces éléments-là. Et ça fait partie du travail du data scientist du coup. Donc Ok. de vérifier un petit peu tous ces éléments. Pour donner un exemple qui me vient en tête sur les biais de données, par exemple, on en parlait dans le podcast précédent avec Morad, c'était les CV. Exemple typique, si on a des CV que d'hommes, on a un biais qui va se créer. Donc Sur ça, tu as un exemple, je sais plus c'était quelle boîte, Amazon, je crois. Amazon, ouais. Amazon, ouais. Gilles, tu Ouais, m'as, ça y est, ça c'était doit être ça, ouais. Amazon. Et ouais, ils avaient après est-ce que c'est un vrai
c'est là où on en vient. Est-ce que c'est un vrai biais ou, enfin, est-ce que c'est un biais dû à la donnée et au modèle ou est-ce que c'est un biais sociétal ou de la enfin, social ou sociétal? Parce que du coup, si tu as plus d'hommes dans la tech, en fait, toi, tu vas apprendre Ouais. forcément sur des données qui vont être plutôt côté homme. Et du coup, forcément, tu amènes un biais dans le modèle. C'est-à-dire qu'il va dire, bah, tiens, je veux sélectionner le meilleur candidat pour tel poste. Il va te dire, il Mais va traduire, par exemple, que masculin, l'homme est... Comment? il va Ouais, il va dire privilégier le que, masculin. il va dire qu'en gros, il va avoir un biais, c'est l'homme est forcément un meilleur candidat que la femme, mais parce qu'en fait, il a appris sur plus de données d'hommes. Mais est-ce que Hmm. c'est un vrai biais? Dans le sens où, bah, finalement, c'est juste la représentation du contexte global, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes dans la tech que de femmes, tu vois. Mais effectivement, là, sur cette histoire sur Amazon, ça a amené un vrai biais parce que du coup, je crois que ce qui était dit, c'était que le modèle, il priorisait l'homme parce que, de par les données sur lesquelles il avait apprises, le modèle traduisait que homme égale bon candidat, tu vois. Si c'est le fait de surprésentation, c'est-à-dire s'il y a trop d'hommes blancs, Ouais. voilà. S'il y a trop d'hommes blancs, il y a un biais forcément sur les personnes de couleur, sur la reconnaissance faciale. Et si on n'a pris que cette donnée-là, donc ce qu'on parlait de représentativité, bah ça sera biaisé. Donc on parle de biais depuis tout à l'heure. Pour comprendre le biais, c'est le fameux facteur. Comment on pourrait vulgariser ça? Bah, en fait, moi, je vais te donner un exemple que je donne souvent en formation. Alors, il faut que je juste me remette les éléments en tête, mais c'était en 1930 aux États-Unis, un institut de sondage, il avait fait un sondage justement pour estimer, enfin pour prédire entre guillemets le futur président des États-Unis. Je crois que c'était Nixon et Roosevelt, si je dis pas de bêtises. Attends, j'ai un doute. On peut le faire Enfin pour bref, 2027. en tout cas, il y avait deux candidats. L'institut de sondage avait balancé son sondage à une certaine classe de la population. Et du coup, il prédisait, je vais dire Nixon, mais j'ai un doute sur le candidat, mais il prédisait Nixon à 57%. Et dans les faits, c'est Roosevelt qui a été élu à 62%. Donc, ils ont tiré Hmm. complètement à côté. Mais ça, c'est parce qu'ils ont envoyé leur sondage à une certaine classe de la population. Et du coup, forcément, il y avait un biais. C'était pas représentatif de la population américaine au global. Et du coup, le biais a fait que bah, leur modèle, il était complètement à l'ouest. Mais du coup, c'est une grosse erreur puisque on parle de 57% pour un candidat et au final, c'est l'autre à 62%, tu vois. Donc là, on peut dire que la qualité de la donnée, de la bonne donnée ou la représentativité, ça peut fausser ce fameux jeu de données qu'on va appeler dataset, donc les jeux de données ça peut fausser le modèle là Ah ouais, complètement. directement. De Pour toute façon, résumer, le modèle, il est à l'image de ce sur quoi il a appris. Comme on dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Bah, ça marche très très bien. j'allais dire avec des amis, on dit montre-moi ce qu'il y a dans ton frigo et je te dirai qui tu es. Non, mais voilà, c'est ce que tu lui donnes à manger et il va représenter la chose. Mais tu vois, on peut aller très loin là-dedans, hein. Ouais, dernièrement, j'avais participé j'étais speaker à un événement CNM, Cadre Muslim Network, CMN, pardon. Il y avait une personne côté social qui disait, qui mettait en avant les biais de l'IA générative en particulier, ou de l'IA même de manière globale. Et elle parlait justement alors je sais plus si c'était des impayés ou en tout cas des problématiques liées aux impayés, que la population, c'était en Belgique, hein, que la population maghrébine était beaucoup plus mise en avant par l'IA. Après, la question, c'est, OK, est-ce que tu as appris sur des mauvaises données? Est-ce que c'était pas représentatif? Ou est-ce qu'effectivement, il y a un vrai problème lié à cette communauté? Et après, en fait, ça peut mettre même en avant des problèmes qui vont plus loin. Et comme je parlais de social et sociétal, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais prendre l'exemple en France, tu as peut-être certaines communautés qui sont surreprésentées dans des endroits où il va y avoir plus de misère. Forcément, la misère va entraîner certaines problématiques. Et du coup, cette surreprésentation de cette population va faire qu'elle va réapparaître plus facilement sur des problématiques liées à ça sur les modèles d'IA, etc. Mais du coup, c'est un problème sociétal finalement qui est mis en avant par une discrimination via l'IA, quoi. Et Ouais. du coup, ça permet de se dire, ah bah, il y a un problème social, sociétal, ce que tu veux. Peut-être qu'il faut régler ça d'abord, avant de se dire, bah, je vais réapprendre un modèle avec moins de biais. Parce que ce Ouais. biais-là s'explique potentiellement derrière. Hmm. Et pour compléter un petit peu tout ça, on parle souvent d'étiquetage. L'étiquetage, est-ce que c'est pas un peu le maillon faible? Donc étiquetage, pour résumer, c'est l'annotation des données, donc ce qu'on annote. Est-ce que c'est pas ce qui va dans un projet de data être souvent ce maillon faible?
Alors du coup, l'étiquetage ou labellisation, on va plutôt appeler ça labellisation dans le métier. Déjà, faut savoir que tu as deux grands principes euh, d'apprentissage, supervisé, non supervisé. Le supervisé, justement, c'est quand tu vas voir de l'étiquetage, de la labellisation. Le non supervisé, c'est pour caricaturer. Je vais parler de classification, mais tu peux faire aussi du supervisé en classification. Mais classification, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que tu prends des individus et tu les classes par rapport à leur C'est clair. ressemblance. Et du coup, il n'y a pas forcément de label derrière. Euh, Même si tu peux faire de la classification labellisée, c'est-à-dire en essayant d'expliquer une variable. Et la variable que tu veux expliquer, c'est ça qui est labellisé. Donc typiquement, moi je vais te parler d'un projet de computer vision. Je veux détecter les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc je vais labelliser mes images. Je vais dire là, il y a un casque. Je vais l'entourer. Ça c'est de la labellisation. Là il y a un gant. Je vais l'entourer. Ça c'est de la labellisation, etc., etc. Et du coup, la problématique que tu vas avoir sur ces trucs-là, c'est que bah, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est aussi une tâche pas très fun. Hein, concrètement, c'est assez chronophage, assez chiant hein, pour utiliser des termes. Et du coup, bah, si c'est mal fait, par contre, et pour toutes ces raisons-là, ça peut être mal fait, on va dire. Eh ben, tu vas avoir forcément un biais et une IA qui va tirer à côté, en fait. Donc si par exemple le mec il a eu la flemme, alors maintenant t'as des outils hein, de no-code, d'automatisation qui te permettent de faire ça un peu de manière automatique. Après à juger de la qualité et tout, mais bon bref, imaginons que le mec il a eu un petit peu la flemme, il détecte un casque, il voit une casquette, il met que c'est un casque, etc. Bah du coup là tu apportes du biais dans le modèle et forcément le modèle va être un peu moins pertinent. Donc Ok. la labellisation est vraiment hyper importante, surtout quand tu fais de la du supervisé. Et le supervisé, c'est beaucoup de projets. Hein. Je te parlais de détection de prix, enfin de prédiction de prix des voitures. C'est du supervisé, prédiction de la conso, enfin prédiction des impayés, etc. C'est du supervisé. Donc effectivement, si tu labellises mal, du coup tes données sont pas propres, on va dire, et tu apprends un modèle sur quelque chose de pas propre. Donc forcément, lui aussi, il va pas être propre. Tu as parlé justement des projets où c'était labellisé. C'est quoi un projet où ce serait pas labellisé? Bah typiquement, je vais te donner un exemple sur un projet que je gère. Ça va être regrouper des clients par rapport à leur façon de consommer l'électricité et de se dire, bah, j'ai un nouveau client, je le mets dans quel groupe et avec ça, je peux prédire sa consommation sur 1, 2 ans. Donc là, je vais plutôt faire bon là, c'est un exemple spécifique de classification, mais je vais plutôt faire correspondre, créer des groupes à partir de leurs variables, leurs caractéristiques, et pas à partir d'une variable à expliquer. Là, j'aurais pu regrouper les gens par rapport à, je sais pas, leur expliquer quoi, expliquer. Un exemple de labellisation, ça va être détecter enfin la personne qui va être démissionnaire, par exemple. Donc ça, tu vas essayer d'expliquer. Ici, c'est une probabilité, donc tu vas apprendre un modèle avec la personne, elle a ou non démissionné, elle a toutes ses caractéristiques, et en fonction de ça, tu vas pouvoir prédire une probabilité s'il va être démissionnaire ou non. Tu peux faire la chose de manière non supervisée, prendre tes éléments. Alors tu vas créer des groupes, en gros, les gens qui se ressemblent par rapport à certaines caractéristiques. Et après, tu vas analyser le groupe. Ah bah tiens, dans ce groupe-là, 90% des personnes, ils ont démissionné. Et donc, si le nouveau salarié, ou le salarié que tu vas analyser, pour qui tu veux prédire dans quel groupe il sera dans ce groupe-là, bah tu vas te dire, bah à 90%, il y a une chance qu'il démissionne. Tu vois. Donc, tu vas prédire son appartenance, Ok. alors que dans le cas, tu vas prédire sa probabilité à démissionner. Tu Intéressant. Et donc ça, c'était pour l'étiquetage, la labellisation. On comprend que c'est un défi majeur. Et avant de switcher sur cette partie en profondeur avec l'entraînement, etc., tu as abordé la gouvernance. Juste la gouvernance, moi, ça me tient à cœur. C'est un des sujets où je me prends la tête de manière personnelle et pro de mon côté au niveau de ma boîte. Est-ce que tu peux nous dire la gouvernance de données, c'est quoi concrètement pour une entreprise? D'accord. Bah, du coup, moi, je vais te dire, si tu te prends la tête là-dessus, c'est toi qui dois répondre à la question. Au niveau de Non, mais la donnée, moi, c'est hors data science, c'est vraiment très en fait, la, spécifique à mon la, monde. la gouvernance de la donnée, déjà, faut savoir qu'elle est plus ou moins propre à une entreprise. C'est-à-dire que globalement, tu vas avoir les mêmes stratégies, mais certaines stratégies dans certaines boîtes ne seront pas forcément les mêmes ailleurs.
Mais en gros, qu'est-ce que ça implique? Déjà, va falloir déterminer. Bon, la gouvernance globalement, c'est un ensemble de règles, de processus pour gérer, protéger, bref, tout ce qui va être géré, protéger, valoriser la donnée. Donc ça, c'est ça pour avoir une petite définition de la gouvernance. Et après, du coup, tu vas voir certains points. Notamment, déjà, la première chose que tu dois déterminer, qui est le propriétaire de ta donnée, qui est l'ownership, on va dire. Donc c'est celui qui va être responsable en quelque sorte de ta donnée. Donc déjà, ça c'est le premier point. Donc toi, par exemple, tu as des données de facturation. Qui est responsable de ces données-là? Et du coup, le responsable, lui, il va être responsable de la qualité, etc., etc., de tous les aspects sur la donnée. Donc ça fait partie de la gouvernance. Le deuxième point, ça va être gérer les accès. Qui a le droit de consommer cette donnée? Est-ce qu'il a le droit de tout consommer? Donc tu peux lui donner accès à juste certaines variables, etc. Donc ça va être voilà qui doit, enfin à quoi tu peux accéder. Donc là il y a l'aspect un peu sécurité, conformité, on va dire. Ensuite il va y avoir tout ce qui va être où est-ce que c'est stocké. Tu vois typiquement moi aujourd'hui chez un de mes clients, il y a une équipe dataware où du coup il va y avoir toutes les sources de données. Ça va être du Snowflake, etc. Et moi, en tant que data scientist slash ML engineer, moi, par contre, je peux pas attaquer ces sources-là. Donc ça, c'est de la gouvernance. Je peux pas attaquer ces sources-là, j'ai pas le droit. Ou en tout cas, dans le process, on a décidé que je ne devais pas le faire. Hmm. Par contre, je peux attaquer le data lake. Donc, on va rapatrier certaines données, les croisements, ce que tu veux ou quoi qu'est-ce, qu'on va stocker dans le data lake. Et moi, je travaille à partir du data lake. Et pareil, les résultats, ils seront dans le data lake. Et Ok. si jamais ça doit être à disposition, il y a un process pour les mettre à disposition dans Snowflake, dans Oracle, dans ce que tu veux. Donc ça, c'est de la gouvernance et ça, c'est déterminer où est-ce qu'elles sont, où est-ce que telle personne a le droit de consommer, utiliser, etc. Et après, dans tout ça, il y a la qualité de données, par exemple. Donc Ok. ça, c'est un vrai sujet. Donc tu vas, je sais pas, standardiser le nommage, valider la donnée, avoir un système de monitoring aussi. Donc, tu sais, souvent les données, c'est des flux. Donc, c'est quelque chose qui bouge un peu constamment et tu vas vérifier, bah, par exemple, que le fichier que tu reçois de tel prescripteur ou de tel donneur d'ordre ou quoi, il soit pas corrompu, des choses comme ça. Donc, tout Hmm. ça, c'est lié à la qualité de la donnée et pareil, donc ça fait partie de la gouvernance. Et après, point important, il y a tout ce qui va être cycle de vie. Donc, tu vois, ça, il y a beaucoup d'aspects aussi réglementaires là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour caricaturer t'as ce qui se passe dans le cloud, tu vas avoir le stockage chaud. J'ai oublié le terme qu'ils utilisent dans le deuxième, mais on va dire moyennement chaud, et le stockage froid. Donc en gros, le stockage chaud, il coûte cher d'un point de vue cloud, par exemple, mais c'est la donnée que tu dois avoir à jour, disponible très rapidement, etc. Moyennement chaud, c'est autre chose, on va dire, et pour aller plus loin sur le stockage froid, c'est l'archivage, si tu veux. C'est quelque chose que tu vas jamais utiliser, mais que tu vas garder en backup et qui va pas te coûter cher à stocker, par exemple. Je suis pas sûr, mais entre chaud et froid, c'est tiède. C'est vrai, j'avais oublié. Et, et voilà, donc en gros, c'est lié, bah, par exemple, nous, dans le réglementaire autour de l'énergie et autour de la RGPD, par exemple, tu vas avoir des contraintes de temps. Tu vas pas Ouais. forcément pouvoir garder de la donnée indéfiniment. Tu vas avoir une Exact. certaine période. Tu vas pouvoir garder 2 mois d'historique, 3 mois d'historique, etc., etc. Et puis pareil, après, c'est des décisions stratégiques, on va dire, et métiers. À partir de quel moment tu archives. Et ça va dépendre du sujet. Peut-être sur un modèle de ML, tu vas avoir besoin pour l'apprentissage de 3 mois d'historique, peut-être 1 an d'historique. Et après, tu dois mixer avec les contraintes légales, la RGPD, etc., etc., pour mettre en place la bonne stratégie. Donc, c'est tout ça, la gouvernance de la donnée. J'allais dire que tout le monde respecte, bien évidemment, toutes les entreprises respectent. Donc, bon, En tout cas, c'est on essaye. l'expérience qui Mais parle. la Oui. gouvernance, d'expérience, hein, c'est un vrai sujet pas simple C'est un, en entreprise. c'est un gros sujet. Hein. C'est comment les règles, les procédures, comme tu as dit, qui garantissent la fiabilité de la sécurité, à quelle fréquence tu maintiens avec le cycle de vie, comme tu as dit. C'est vraiment un gros sujet qui est prioritaire quand tu viens dans une boîte. Déjà, on regarde comment ça marche et on travaille dessus avant d'aller plus loin. Et ça prend pas mal de temps. Et c'est, selon moi, hein, un truc qui, tu sais, c'est pas très sexy, Ouais, mais c'est vraiment primordial, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu as une donnée de mauvaise qualité ou t'es même pas sûr que ouais,
que la fiabilité soit respectée ou cocaisse, bah derrière, tu apprends un modèle potentiellement sur n'importe quoi. Et après, ton modèle, il va faire n'importe quoi. Donc après, une donnée de mauvaise qualité ou mal gouvernée, on va dire, ça entraîne des problématiques de coût, puisque du coup, tu vas faire des développements sur quelque chose de pas fiable. Donc là, il y a le coût, donc le coût du développement pour potentiellement quelque chose de pas de qualité derrière. Et derrière, c'est carrément si tu l'utilises pour driver ton business, prendre des décisions, bah ça peut t'emmener dans le mur, tu vois. Donc c'est vraiment un sujet hyper important la gouvernance de la donnée. Et malheureusement, quelquefois un peu délaissé. Tu Et c'est pour ça, moi, c'est personnel de mon côté, pour un retour d'expérience. Là, après 1 an de formation, tu donnes des formations, tu formes des gens et tu regardes un petit peu comment ça marche pour calibrer la formation et tu dis, je les envoie au casse-pipe. En termes de sécurité, c'est dead, etc. Donc là, c'est pour ça que moi, je re-switch sur de l'audit. Je dis, les gars, c'est pas possible. Ça sert à strictement à rien que je vous forme si déjà c'est pas propre de vois. Ouais. base. Donc, on revient vraiment sur ces bases-là qui sont importantes. Et il y a beaucoup de travail parce qu'on rentre dans une nouvelle ère, on va dire comme ça, en France et dans le monde. Donc, l'ère de l'IA et d'un thème, ça fait un bon switch. Je profite de ce moment sur la Gen AI, je crois que tu en as parlé, et tu parles de prédiction, et on profite que tu sois là pour les auditeurs. C'est quoi la diff entre, on parle beaucoup de Gen AI, donc de Generative AI, et de la prédiction classique. Est-ce que toi, tu serais capable de nous expliquer c'est quoi cette différence? Ouais, bah écoute, c'est assez simple, hein, parce que c'est dans les noms en fait. Donc la Gen AI, c'est l'IA générative. Donc c'est pour générer globalement du contenu, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, du son, etc. Alors que l'IA prédictive, bah, c'est pour prédire, c'est pour réaliser une tâche bien précise, on va dire. Bah, après, c'est vrai que la Gen AI, il y a eu ce game changer, on va dire, pour, je vais appeler ça, je vais dire les gens de la masse, mais en gros, c'est pour parler de, je veux dire l'humanité dans sa globalité, mais c'est que ça a mis devant les yeux de tout le monde, l'IA, c'est là. Par contre, l'IA, ça n'a pas vu le jour avec ChatGPT pour parler du plus célèbre. Ça existe depuis des années et des années. Tout à l'heure, je parlais de computer vision pour la détection de pays. Je te donne un exemple tout belle dans l'industrie. Et l'industrie, c'est une fabuleuse source de données. Parce que tu as des capteurs de partout et tout, etc. Tu as vraiment des sujets hyper intéressants dans l'industrie. Je te donne l'exemple d'une chaîne de traitement des fruits et légumes, par exemple. Mettons les tomates. Les tomates, tu as peut-être déjà vu des vidéos comme ça où elles passent, et à un moment donné, tu as un truc qui tape les tomates pas Ouais, mûres ouais. pour les éjecter de la chaîne. Je pourrais pas t'affirmer que c'est le cas dans toutes les industries, dans toutes les entreprises qui font ça, mais il y a des modèles de computer vision, de vision par ordinateur, qui sont capables d'analyser, donc qui ont appris sur des données, des tomates mûres, pas mûres, et qui sont capables de dire à l'automate, bim, elle est pas mûre, tape là. Et quand tu vois la rapidité du truc, tu dis, ah ouais, ça prend des décisions très, très rapidement, etc. Donc ça fait des années que ça existe, tu vois. Ça n'a pas vu le jour avec ChatGPT. Bref, ça c'était pour remettre les choses, on va dire, dans leur contexte. Et comme je disais, moi j'ai été formé, alors j'ai pas été formé à l'IA, j'ai été formé à la data science, Mmh. mais une partie de la data science, du métier de data scientist, c'est développer des IA pour qu'elles soient utilisées après les métiers, en tout cas pour qu'elles accompagnent le métier. Et ça fait des années que ça existe. Sur la GenAI, effectivement, si tu veux, les techniques de GenAI, ça fait des années et des années que c'est connu. Par contre, avec l'essor de la technologie, la capacité de stockage, la puissance de calcul, etc., on a pu apprendre des modèles comme GPT, donc qui sont des modèles, ce qu'on appelle fondation, donc des gros modèles avec plein de paramètres. Hein, on parle de milliards de paramètres, et aujourd'hui qui sont capables d'être utilisés par les gens pour justement faire de la génération de contenu. Il faut savoir que derrière les modèles de GenAI, ça reste entre guillemets du prédictif, dans le sens où ce qui va générer, ça reste de l'IA de la probabilité, on va dire. Il enchaîne les mots de manière probabiliste, si tu veux. Mais dans tous les cas, c'est pour générer du contenu. Comme je disais, du texte, la plupart du temps, les gens, c'est pour générer du texte, etc. Après, tu as plusieurs moyens, domaines dans lesquels l'utiliser. Il y en a qui vont faire de l'idéation, il y en a qui vont faire de la création d'articles, etc., de la création de posts LinkedIn. Et puis, tu vas avoir, pareil dans la GenAI, la partie génération d'images, mid-journée, etc. Donc voilà, ça c'est l'IA Gen. Et après, il y a l'IA prédictive. Donc, comme je disais, c'est pour réaliser une tâche bien précise, entre guillemets, et prédire l'avenir en ce sens. Donc, prédire le prix d'une voiture, prédire ou en tout cas analyser, estimer que telle tomate, elle est pas bonne, on la dégage du truc.
détecter les EPI, détecter détecter, je sais pas, les nids de poules sur la route, etc. Donc c'est ça l'IA prédictive versus la Gen AI pour générer du contenu. Il y a moyen de savoir le Premier ministre dans 24 heures, ça sera qui ou pas avec ça ou ça c'est une petite blague politique. Et ben là, tu vois, je suis pas sûr que l'IA prédictive soit très précise là-dessus. Par contre, tu vois, je me demande si un mix des deux, parce que l'IA Gen, le gros avantage aujourd'hui, et là où tu vas voir pas mal de use cases intéressants en entreprise, c'est que de par le fait que ça prend du texte et voire même d'autres éléments, tu es capable d'avoir une certaine forme de compréhension. D'ailleurs, il travaille sur ça, en fait, sur la partie thinking, la partie compréhension, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, je te donne un exemple tout bête. Moi, j'ai fait un sujet en interne sur la prédiction des prix des containers. Ok. Il y a des sujets sur la prédiction des prix des containers qui vont être liés à la géopolitique ou, bref, de manière globale, à ce qui se passe dans le monde. Covid, ça a eu un impact monstrueux. Comment tu prédis le Covid? Tu vois, une guerre, ça a un impact monstrueux. Comment tu prédis la guerre? Et en vrai, avec la Gen AI et la capacité comment dire, à comprendre le contexte, tu pourrais peut-être analyser des articles une semaine avant et te dire ah bah attention là c'est chaud, il risque d'y avoir une guerre et du coup potentiellement ça va jouer sur le prix des containers. Donc ça envoie une variable indicatrice par exemple au modèle en disant ah susceptibilité d'avoir une guerre et là automatiquement il est capable de prédire qu'il y aura une augmentation du prix, etc. Donc mixer les deux c'est pas forcément bête, voire même je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Mais Hmm. là de là aller prédire le futur premier ministre, bah écoute, je dirais que c'est le cornu. Encore? Non, non, je plaisante. Euh, comme On tu le fera en disais, toi, sorte la de Gen AI, publier l'épisode quand ça sera quelqu'un d'autre, comme ça t'auras faux. et comme tu le disais, toi, la Gen AI, toi, ça utilise les LLM, donc les large model language. C'est pas que des LLM, hein. Du coup, Midjourney ou Dali, etc., c'est pas du LLM. Oui, ouais, ouais. Par contre, aujourd'hui, quand tu demandes à ChatGPT de te générer une image, il utilise ces modèles de génération d'images. Et en fait, pour vraiment vulgariser pour les auditeurs, c'est ce qui a craqué le code du langage humain. Tu Ouais. vois, c'est vraiment le truc. Tu dis, comme on le disait avant, tu parles à une tech en langage naturel et tu fais des choses et comme tu peux faire aussi de l'hybride, il y a du multimodal bien évidemment, il y a beaucoup de choses, mais la révolution du LLM, elle est assez folle Ouais, ouais, parce que on parle et pas sans entrer dans le côté technique. euh, Tu vois, là, tu nous as montré un peu la différence entre la Gen AI et la prédiction un peu classique. Dans les cas, c'est quand on utilise, c'est quand qu'on utilise le LLM et le modèle classique pour toi. Est-ce qu'il y a un bah après, moment où tu te dis, soit je prends ça, soit je prends ça. ouais, bah, typiquement, quand tu veux générer du contenu, là, tu te dis, tu vas partir sur du LLM. Après, aujourd'hui, enfin, t'as quand même des choses au niveau LLM, qui commence à être de plus en plus intéressante. Après, c'est à vérifier techniquement ce que ça sort, mais je vais te dire un exemple tout bête. Hier soir, j'étais avec quelqu'un, j'ai déjeuné avec quelqu'un, il m'a dit, je suis allé en Angleterre à Londres pour le week-end. Pendant que je m'habillais, je disais à ChatGPT de me prévoir ou à Gemini, je sais plus c'est lequel il utilisait, mais de me prévoir mes vacances et tout, etc. Et il lui disait carrément, moi je suis je dis une bêtise, bref, entre un point A et un point B, qu'est-ce qui est central? Et du coup, il lui sort la réponse. Et dans les faits, il disait, bah oui, dans les faits, c'était assez central. Moi, la question que je me pose derrière, vu que je suis pas forcément derrière ces modèles-là, c'est est-ce que ça balance un code d'optimisation, ça réalise l'optimisation et ça te sort la coordonnée géographique, etc. Ou est-ce que bah, il a appris sur des choses où justement on lui disait ça c'est un truc central, et je lui propose ça. Ça, c'est des questions assez intéressantes, mais en théorie, les modèles des LLM, ils sont capables, puisque tu peux faire du site internet avec, mais du coup, ils sont capables de produire du code pour générer finalement le résultat. Et du coup, en théorie, tu pourrais les utiliser pour tout faire, même du prédictif, parce qu'il est capable de... Et puis après, avec des systèmes de multi-agents, donc multi-LLM, tu discutes toi avec un LLM, lui il génère le code, il y en a un autre qui balance le code, qui fait tourner le code, tu récupères le résultat et il te le renvoie dans le prompt. Aujourd'hui, en entreprise, il va y avoir plusieurs cas comme ça. Tu vois, moi, chez un de mes clients, c'est ça. Tu le promptes, ça balance des fonctions, ça réalise des fonctions, ça fait par exemple des graphiques et ça te renvoie le graphique. Tu vois.
Donc ça, c'est typiquement du mix des deux. Et tu peux estimer qu'à ce moment-là, le LLM est capable de tout faire. Mais de manière générale et pour être le plus vrai possible, la GenAI pour générer du contenu, l'IA prédictive pour prédire quelque chose de manière précise. Parce que la GenAI, si tu l'utilises comme prédictif, tu peux être soumis à pas mal d'erreurs. Tu vois, bah, tiens, exemple, hier soir, où il me disait, j'ai demandé, alors pareil, je sais plus si c'était Gemini ou GPT, je lui ai dit, quelle est la prochaine session où je peux visiter Buckingham Palace. Et le LLM lui a dit lundi, alors que c'était ouvert le dimanche. Donc, il a pu y aller le dimanche, tu vois. Donc voilà, un modèle prédictif qui va être spécialement dédié à ça. En théorie, en tout cas, s'il a appris sur des bonnes données, il sera beaucoup plus précis. C'était l'histoire d'entraînement, comme on disait, c'est plus on l'entraîne bien sur une tâche spécifique, plus elle sera meilleure. Et moi, ce que je dis toujours à ceux qui utilisent des assistants IA, pour pour sourcer, moi, je préfère Perplexity, par exemple. Mais ChatGPT, lui, il a été entraîné. Il y a eu des articles d'OpenAI qui a été ressorti. Il est obligé de donner une réponse. Et il va te choisir, il va prédire celle qui est statistiquement la plus probable et il va te la fournir. Il peut pas dire je sais pas. Il va te dire Mais par rapport au prompt que tu lui as dit. exact. Ouais. Donc La voilà. manière de formuler aussi. Ouais. C'est vrai que la manière est très importante. Et c'est un vrai sujet, mais on va rester dans la data science et on va revenir sur un petit truc qui m'a marqué, que tu as dit. C'est tu as parlé de, on va identifier les EPI là. Il y a un gant, il y a un casque, tous ces systèmes de protection. Mais pour ça, il faut l'entraîner pour dire, ben ça c'est un casque, ça c'est des gants. Et il y a un petit sujet qui m'est venu un petit peu tendax, un peu piquanté, un peu piquant. C'est les personnes derrière tout ça. Je ne sais pas si dans le monde de l'entreprise, dans ton domaine, vous utilisez des prestataires comme Amazon Mechanical Turk par exemple, qui payent des personnes de par le monde, les petites mains. On les appelle je sais plus c'est quoi le nom qu'on leur donne, mais ils ont un nom. C'est des personnes data workers. Voilà, ça me revient. Les data workers. Et ils sont à Madagascar, dans des pays un peu, voilà, un peu en voie de La main-d'œuvre est pas développement. chère, ouais. Voilà. Et ils sont payés quelques centimes par tâche, etc. Et on en dénombre environ entre 154 millions à 435 millions de travailleurs de données qui existent. Et je trouve que c'est un truc qu'on met pas trop en avant. C'est pour ça que je voulais en parler aussi avec toi, avec ta vision. Est-ce que dans les couloirs de la data science, on en parle ou c'est quelque chose que t'as pas entendu? Toi, il y a les pays Kenya, Philippines, Inde, etc. qui ressortent avec des petits salaires dérisoires. Donc OpenAI, Meta, c'est ce que ils passent par là, enfin par des prestataires, des sous-prestataires. Et on voulait avoir un peu ton avis sur ce sujet-là. Alors après, moi, tu vois, je vais essayer d'être le plus factuel possible là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un niveau de vie dans chaque pays. La question à se poser, c'est que oui, toi, tu vas te dire en tant que Français, par exemple, le niveau de vie qu'on a, les niveaux de salaire, etc. Bah, les mecs là-bas, il est sous-payé, mais en vrai, ça se trouve, il est dans le salaire, on va dire, qui va bien pour son niveau de vie, etc. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, il y a une tendance, ça, on va pas le cacher, en France en tout cas, il y a une tendance à faire du nearshore ou de l'offshore sur certaines prestations. Et justement, c'est justement parce que la main-d'œuvre est moins chère, on va dire. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est aussi l'internationalisation aussi des boîtes. Et c'est ce qui fait que bah, du coup, tu vas aller potentiellement sur des pays où la main-d'œuvre est moins chère, où le niveau de vie en tout cas est moins élevé, ce qui va permettre d'avoir des salaires un peu plus bas. Est-ce que c'est pour un souci de rentabilité ou est-ce que c'est juste un souci pour tout simplement survivre, entre guillemets? Ça, c'est propre à l'entreprise. Moi, j'ai pas accès à ces informations-là, on va dire. Mais oui, ça existe et c'est pas caché, hein. Moi, sur certains clients, il y a certaines activités, notamment l'IT, hein, c'est beaucoup délégué. Maroc, effectivement, l'Inde, pas mal. Pakistan, de plus en plus. L'île Maurice, pas mal. Tunisie, bref. En France, il va y avoir de plus en plus, je pense, les pays du Maghreb parce qu'il y a moins cette barrière de la langue. Mais ça existe. Et c'est pas spécialement caché, on va dire. Voilà. Après, sur le caractère moral, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, toi, avec ton écosystème, ton référentiel, tu peux te dire, ouais, on va là-bas parce que c'est moins cher, mais en vrai, ça se trouve, ils sont extrêmement bien payés pour, euh, pour le pays, quoi.
Et il faut savoir que chaque pays a son marché, chaque pays a sa valeur sur le marché, on va dire. Ça va Ouais. dépendre un petit peu de tout ça. Moi, quand j'ai vu ça pour l'IA, ça m'a pas étonné parce que je voyais ça déjà avec Meta. Mais c'est un petit peu plus hardcore parce que Meta, donc Facebook, à l'époque, ça, c'était déjà revenu. Je m'en rappelais où tu avais un peu des traumatismes. Donc, il y a les conditions de travail, effectivement, par rapport au seuil, etc., qu'il faut voir. Mais généralement, les conditions de travail et OpenAI cachent un petit peu, hein. Pour information, c'est ressorti comme ça, hein. C'était caché tout ça, tu vois? Et ça ressort parce qu'il y a des plaintes, il y a des traumas mentaux, parce que quand tu vas voir des images, il y en a, ils parlaient de détection de cicatrices, la profondeur dans le détail qu'il fallait, avec, faire un triangle autour pour être très précis sur certaines choses. Et même si, au niveau économique, on va dire, c'est parce que c'est comme ça, bah, au niveau mental, il y a des répercussions et Ouais. ça, on les voit pas trop. Ça reste je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord pour l'aspect économique, mais l'aspect où, ça tu des répercussions, mentales, même sur des personnes qui vivent dans des lieux où c'est très compliqué, bah, la responsabilité revient aussi à OpenAI, Ouais, à ouais, non, Meta. ça, par contre, ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est le caractère moral, tu vois. À quel point tu es prêt à bosser. Alors, bien souvent, c'est pas forcément eux qui font bosser, mais ils passent par un prestataire qui a ces pratiques-là. Et c'est à quel point tu es prêt à bosser avec un partenaire qui pratique ça, quoi. Ouais. Et effectivement, quand tu vois sur certains pays, c'est pas forcément la même norme. Et pareil, ça, enfin, moi, je pense qu'on est aussi un petit peu biaisé. C'est qu'on se dit, ouais, tu bosses là-bas, tu as tel salaire, c'est bien pour ton niveau de vie là-bas. Mais effectivement, nous, on se dit, ils bossent dans les mêmes conditions que nous. Ben, en fait, travailler à la chaîne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un roulement, etc. Mais tu sais, même en Europe, moi, c'était une personne que je connais dans le transport. Il disait aujourd'hui, c'est très compliqué de concurrencer les Portugais. Pourquoi ils parlent des Portugais? C'est parce que eux, ils n'ont pas la même réglementation et ils peuvent rouler H24. Et ce qui fait que c'est qu'ils partent à 2-3 et en fait, ils tournent. Ça veut dire que le camion, il roule tout le temps. Comme les Polonais, ouais. Et du coup, il disait que dans le transport en Europe, ils sont imbattables au niveau prix ou les Polonais, ouais, t'as dit. Et d'ailleurs, moi, petite anecdote, quand j'ai travaillé chez Renault, justement, on voyait un biais, enfin, c'est pas vraiment un biais du coup, mais des valeurs aberrantes au niveau des Polonais. Parce qu'effectivement, ils roulent tout le temps. Et du coup, Ouais, ce qui fait que tu voyais des kilométrages ahurissants. Et c'était vraiment ce qu'on appelle une valeur extrême. Mais en vrai, elle est pas si extrême que ça. Elle est véridique, elle est vraie. Mais voilà, c'est un comportement, des réglementations différentes. Et ça, c'est des choses que tu vois pas forcément, ou que t'as pas forcément en tête plutôt. Mais par contre, que la data met en avant, par exemple. Gilles, un petit point de vue sur ce petit sujet un peu touchy, on va dire ça comme ça. Ouais, je pense que c'était caché, enfin c'est caché, bon, pour les conditions de travail là, tout ce qu'on s'est dit, mais c'est aussi caché parce que, c'est pas intelligent. Enfin, heu, on parle de boîtes qui se mettent en avant comme, les boîtes les plus puissantes dans l'intelligence artificielle et derrière, en fait, on va utiliser, bah, les petites mains pour dire ça c'est enfin, la zone elle est là ou, ça veut dire ça et donc finalement quand tu vois et que tu vois que c'est des usines, hein, maintenant, bah, tu te dis: «Non, c'est pas du tout intelligent», alors que on a clairement besoin de cette tâche pour que, le modèle à la fin il devienne intelligent. Ouais, après, bah, tu peux aller même plus loin là-dessus, hein. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne une boîte comme OpenIA, pardon? Concrètement, c'est, des mecs qui ont mis, un paquet de sous, souvent de l'endettement et cetera. Donc en fait, aujourd'hui, c'est potentiellement même pas rentable. Je crois que c'est clairement pas rentable. Rentable. Et en fait, ça vit, nous, on est là, ouah, avec des paillettes et tout et cetera. Mais fondamentalement parlant, c'est basé sur, en quelque sorte, rien du tout, de la dette, c'est pas rentable et cetera et cetera. Donc même là, tu peux dire d'un point de vue moral, eux, ils sont en train de rafler, toute la mise. Bon, après, il y a Microsoft et cetera, mais ils raflent tout, alors qu'en vrai, ils ont même pas cette capacité de base pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais bon, tu vois ça partout dans le monde du foot. Pourquoi on permet au Real Madrid de s'endetter à hauteur d'1 milliard et pas le FC Valence et qu'au bout de 30 millions de dettes, c'est bon, ils sont fichus, ils mettent la clé sur la porte. Du coup, si tu regardes ce caractère moral là, donc tu leur permets ça, ils ont cette capacité là, certes, parce que derrière ils ont des promesses, des investisseurs et derrière des mecs qui les soutiennent, mais tu crées un biais et un niveau de, ouais, c'est pas équitable si tu veux, tu vois.
Et du coup, même ça biaise après la vision des gens. Tu vois, souvent en France, on aime bien critiquer les solutions françaises. Ouais, Mistral, c'est des rigolos par rapport à, pour rester dans la GenAI, Mistral, c'est des rigolos par rapport à OpenAI et tout. Ok, mais derrière OpenAI, comme je disais, déjà, c'est pas le même marché. On parle du marché américain déjà de base, et après marché mondial. Mistral, faut pas oublier que le marché français, on est 70 millions de pèlerins versus 500 millions de pèlerins. La Chine, ils sont plus d'un milliard. Euh, à quel moment tu te dis la France, d'un point de vue marché, ils vont concurrencer ces pays-là, tu vois? Alors oui, après, on peut parler de l'Europe. Mais c'est pareil, l'Europe, est-ce que c'est pas, finalement, chacun joue un petit peu Ouais, c'est pas assez sa centralisé. partition, on va dire. Mettre ça au global, ça reste un petit peu compliqué. Mais du coup, voilà, est-ce que c'est comparable, pas comparable? Est-ce qu'on a les mêmes moyens? Est-ce qu'on a les mêmes capacités pour aller lever de l'argent et finalement s'endetter, etc. Et c'est là où c'est pas vraiment équitable, quoi. Et du coup, si tu vas plus loin comme ça, bah, tu peux te dire d'un point de vue moral, en fait, rien n'est moral, tu Intéressant. Heu, pour, on va dire clôturer cette partie-là, on a bien échangé et franchement top. Heu, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses, tu vois, on a parlé d'entraînement, de données et cetera, comment ça marche, comment c'est classifié, on a parlé de Gen AI et cetera et cette fameuse crainte, et cette peur. Est-ce que, voilà, on a entraîné des données sur des tâches spécifiques, qui vont être remis à des experts, qui vont, superviser, entraîner et affiner et la question c'est est-ce que l'IA va nous remplacer ou ça va nous obliger à devenir meilleurs, selon toi? Alors déjà, est-ce que l'IA va nous remplacer? Si on parle juste d'IA, non. Est-ce qu'elle va nous remplacer sur des tâches? Oui, comme elle le fait déjà, le sélecteur de tomates, c'est pas un humain qui le fait aujourd'hui. Donc elle nous a déjà remplacé sur certaines tâches. Mais par exemple, si je reprends sur l'exemple de l'automate, c'est pas l'IA seule qui nous a remplacés. C'est l'IA pluguée avec un automate, etc. Le meilleur exemple, c'est la voiture autonome, je pense. C'est qu'aujourd'hui, c'est un condensé de technologie qui va faire que potentiellement, ça va nous remplacer. Et quand je dis ça va, c'est pas juste l'IA, c'est le tout. On va dire l'automate boosté à l'IA qui va nous remplacer sur certaines tâches. Aujourd'hui, tu as quand même quelques capacités humaines qui restent propres à l'humain. Est-ce qu'un jour, on sera en mesure d'avoir un Skynet qui ait ces capacités-là ou pas? Je ne sais pas. Moi, je prédis pas je sais mettre en place des modèles qui prédisent l'avenir, mais moi, je prédis pas l'avenir. Euh, Toujours est-il, quoi. En tout cas, on cherche à avoir ces solutions-là. Mais un système, j'ai appelé ça un système d'IA, aujourd'hui, il te remplace l'être humain sur quelques tâches et sur même de Quelques plus en tâches. plus de tâches. Et moi, je vais Ouais, prendre l'exemple avec la robotique. La robotique, c'était ça, hein, c'est dans les usines, chaînes de production avec des robots, etc. Donc, ça a balayé pas mal d'humanité, on va dire, sur certaines tâches. Après, la question qu'il va falloir se poser, c'est, OK, ces tâches-là, par exemple, elles sont compliquées, dures et éreintantes. Est-ce que c'était pas une bonne chose? Alors oui, du coup, tu as mis des gens sur le carreau, mais peut-être qu'ils ont pu se renouveler, aller sur d'autres métiers où justement le côté un peu plus humain, matière grise, réflexion, etc., est un peu plus intéressant. C'est pareil avec l'IA. Et l'IA, la question qui va se poser, moi je vois avec certaines initiatives comme Doctrine, comme chez Lefebvre Labios, etc. En fait, ça s'attaque à ce qu'ils appellent justement l'école blanc. Et là, tu commences à attaquer la, la crème de la crème. Est-ce que la crème de la crème voilà, l'élite, est-ce que l'élite va accepter, etc. À voir. Mais en tout cas, oui, tu vas pouvoir automatiser pas mal de choses que l'être humain faisait. Et, euh, et voilà, en soi, est-ce que c'est un problème? Moi, tu sais, j'ai une utopie. Je rêve d'une chose où justement, les machines, tout travaille pour nous et nous, on va jouer au foot, on fait du padel, etc. Mais on tu a as notre des temps. métiers, pour revenir à ça, tu as des métiers où le kiné aujourd'hui, a priori, l'IA ne va pas le remplacer. Est-ce que l'IA avec un robot va être capable de le remplacer? Ça, on verra. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. En D'ailleurs, tout cas, il y a le boss, je sais plus si c'était le boss ou quoi, je sais plus si c'était OpenAI ou quoi, il a dit que les métiers à forte valeur bientôt, ça va être les métiers manuels. Parce ouais. que justement, les métiers de réflexion, etc., ça va être potentiellement l'IA qui va le faire à notre place. Donc tu peux dire aux enfants qui nous écoutent: «Soyez plombiers», des trucs comme ça. Mais ce qui est sûr, en tout cas, je peux te prédire un truc, c'est comme tu disais, la voiture autonome, quand elle va débarquer à Paris, là, tu auras des grèves des taxis comme avec Uber à l'époque. Ça, c'est sûr.
Mais en tout cas, belle vision. Donc, la deuxième épisode avec ce concept qui t'est destiné. Et c'est bien que t'as pas vu l'épisode précédent, ça va être marrant. Je te fais un peu le topo. Gilles va te poser des questions rapides. On va faire comme Combini, mais c'est pas Combini. Alors, c'est le titre en plus de ce petit truc. C'est Combini, mais c'est pas Combini. Donc, des questions, réponses rapides, et on enchaîne jusqu'à la fin. D'accord. Est-ce que c'est Juste, OK pour toi, Geoffroy? juste, tu peux me rappeler le concept de Combini? Combini, c'est des questions, D'accord. des questions, des réponses rapides, des questions, Ok. réponses rapides. Toi, il faut Ok. pas argumenter la réponse. Ok. Faut pas réfléchir trop non plus. C'est plus les réponses Ok, spontanées. c'est limite du oui, non, quoi. Oui, non, mais avec un peu de réflexion, mais voilà, laisse-toi surprendre par les questions Une et phrase, Ça marche. pas Ok. comme on a fait là. Bienvenue dans la copie de Combini, mais c'est pas Combini. Comment tu expliques ton métier en une phrase à une vieille personne? Résoudre un problème avec la data. Si je te dis données sales, tu penses à quoi? Mauvais échantillonnage. Expert IA ou pas? Je parle Non. de toi. Tu veux que j'éteigne? Allez. L'IA, il y a tellement de domaines que être un expert IA, pour moi, c'est utopique. L'IA pour toi, c'est des maths ou de la créativité? Des maths. CSV ou JSON? JSON. C'est quoi la plus grosse galère data que tu aies eue? Labelliser des données. Tu as déjà demandé à ChatGPT qui tu es? Non. Tu as ton propre modèle maison ou tu utilises ChatGPT? À niveau LLM, j'ai pas de modèle maison. Mais j'utilise pas ChatGPT. Ou peu. Paris, Marseille, en vélo, tu le fais en combien de temps? on l'a prédit. En 5 jours. 5 jours. Stylé. On avait la question et on savait pas que t'allais dire ça. Dans un projet, il y a, c'est quoi le vrai cauchemar? La donnée ou les humains? Moi, je vais dire quand même la donnée. Ton biais préféré, celui qui te ferait sourire même quand tout part en vrille. La valeur aberrante. Quand on parle de biais, enfin de valeur aberrante, c'est une valeur extrême, quoi. Une valeur qui sort du lot. Ça me fait sourire parce que souvent on dit que c'est une valeur aberrante, mais en vrai, dans les faits, c'est peut-être juste une valeur concrète. Exemple, excuse-moi, je développe, mais 1 million de kilomètres sur une voiture, c'est aberrant. Tu te dis ça arrive jamais, mais en vrai, ça arrive. Donc ça me fait sourire quand on me dit c'est une valeur aberrante. Voilà, une valeur, un biais, quoi. Vibe coding ou dev pur? Oh, je suis un feignant, moi, vibe coding. Ton top 3 des outils que tu utilises tous les jours. Niveau IA, Niveau ton métier, on va dire. mon métier, Databricks, Docker, et je vais quand même mettre Claude Code en particulier. En une phrase, pour convaincre quelqu'un de devenir data scientist, tu lui dis quoi? La vie, c'est fun, et c'est encore plus fun d'être data scientist. Allez, on devient tous data scientist. En 2026, quel poste sera remplacé par l'IA? Ouf, président de la République. Quand on coupe ce podcast, tu veux que les gens retiennent quoi de toi? J'en ai rien à faire. C'est une bonne réponse ou pas? Ouais, ça fonctionne. Ouais, c'était la dernière. C'était la copie de Combini, mais c'était pas Combini. T'as kiffé un petit peu les petites réponses comme ça? Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Sympa. Histoire de C'est reprendre sympa. tout en douceur. Là, on repart sur un sujet où tu baignes dedans et on va explorer ça pour cette dernière partie du podcast. C'est démocratisation et business. Il y a un peu, on avait discuté un petit peu en off sur l'IA pour tous. Tu parlais d'outils no-code, de business, de tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ce phénomène de no-code pour tous et de IA pour tous? Qu'est-ce que tu veux parler par rapport à ça? Bah moi, tu vois, sur la partie no code, IA, low code, on va dire, ce qui est hyper intéressant et je pense pour les gens, enfin pour tout le monde en fait, c'est que du coup, tu peux commencer à créer des trucs, lancer des business même assez facilement en fait. Tu vois, tout à l'heure là, j'étais avec un dev qui a sa propre agence de développement web. Je lui disais, en fait, aujourd'hui, tu peux clairement faire un site internet je vais pas dire claquant des doigts, mais presque. Et un site internet qui fait très pro. Mais tu vois, ça, tu te dis, bah, moi, allez, tu parlais de plombier tout à l'heure. Moi, je suis plombier et encore plombier, je pense que c'est un beau métier qui a de l'avenir. Mais bon, bref, je suis plombier et tiens, je veux me dire, je développe un truc qui va pas me prendre beaucoup de temps et qui va me faire limite du récurrent, entre guillemets. Bah, je vais me mettre au site internet. Et en vrai, il peut aujourd'hui. Euh, et du coup, c'est les outils, c'est l'IA, le no-code, le low-code, tout ça, l'automatisation, les outils d'automatisation qui te permettent assez facilement de monter sur des business comme ça.
Et c'est vraiment ouvert à tous. Par exemple, pour la computer vision, aujourd'hui, tu as un outil no-code qui s'appelle Data, non, c'est pas Data Robot. Bref, j'ai oublié le nom. Tu viens, tu labellises tes données, tu apprends ton modèle, tu as ton modèle. Tu même pas besoin d'être data scientist. Et évidemment, si tu es data scientist, toi, ça te fait gagner du temps. Et toi, tu vas avoir la compétence pour juger de la qualité de ton modèle et tout. Donc ça reste hyper important. Fondamentalement parlant, sans compétence, tu peux venir faire ton modèle. Et du coup, moi, je dirais que c'est surtout ça le game changer. Et voilà. Toi, tu as déjà accompagné des entreprises comme ça? Toi, on parlait où tu fais de l'accompagnement sur cet aspect-là. Pour moi, dire, moi, je suis entrepreneur. Est-ce qu'il y a des outils pour mon business que je peux automatiser, des choses comme ça? Alors ça, je le faisais pas forcément. En tout cas, ça reste assez récent, mais ouais, j'ai un accompagnement en particulier. Moi, je propose un audit là-dessus. Et justement, c'est très orienté, enfin, c'est même exclusivement orienté automatisation. Et après, l'idée, c'est de fournir une roadmap avec les outils qui vont être nécessaires à la personne pour pouvoir mettre en place ou faire sous-traiter, par exemple, à moi, la mise en place de ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'automatiser certaines tâches un peu chronophages, un peu prises de tête, sur lesquelles tu vas perdre du temps, mais qui ont leur importance, mais où toi, fondamentalement parlant, t'as pas beaucoup de plus-value sur cette tâche. Souvent l'administratif, tu vois. Et du coup, lui fournir la roadmap avec les outils à utiliser pour réaliser ça Tu vois, lui-même. j'ai des amis à Dubaï, ils m'ont appelé la semaine dernière, ils m'ont dit cool ce que tu fais par rapport au dernier podcast. Et je dis je vais recevoir, je ferai des troussettes, je parle un peu de toi. Concrètement, ils me posaient plein de questions et que là tu me parlais d'administratif. Est-ce que tu peux nous donner un espèce de POC ou de quick win qui pourrait parler aux éditeurs? Bon, moi j'ai ma boîte, tu me parlais d'administratif, mais encore qu'est-ce que je peux faire concrètement? Bah, tu vois, moi, je vais te donner même des exemples concrets que j'ai mis en place. Tiens, bah, un truc qui peut être hyper chiant, clairement, c'est la génération de devis. Pourquoi je dis c'est hyper chiant? C'est parce que tu fais du devis, derrière, t'es pas sûr d'avoir le marché, et du coup, c'est potentiellement de la pure perte de temps. Moi, j'ai mis en place chez un de mes clients d'automatisation du devis. C'était dans le BTP, et pour le coup, ça faisait quoi? Alors, évidemment, ça ne faisait pas tout le devis comme ça en claquant des doigts, même si maintenant, avec la GenAI, tu pourrais dicter ce que tu veux, et il le fait automatiquement, enfin, il récupère l'information, les dimensions. Par exemple, tu as une pièce à refaire, enfin bref, etc. Je pourrais encore plus automatiser que ça, mais moi, l'idée, c'était, je sélectionne du placo, automatiquement, j'ai la colle, les bandes, etc., en fonction de la quantité que j'ai sélectionnée. Tu vois, rien que ça te fait gagner un temps intéressant, on va dire. J'allais dire un temps fou, mais un temps intéressant. Moi, si je dis personnellement, donc j'ai automatisé certaines tâches, donc moi, j'ai mon ESN. Souvent, je propose des profils, donc je bosse beaucoup avec les freelances, je propose des profils. Moi, un truc qui me rend fou, c'est retravailler un CV. Donc moi, j'ai mon outil en interne. C'est une première version qui est industrialisée, hein, que je pourrais même peut-être vendre, on va dire. Mais typiquement, je mets le CV du consultant et en 30 secondes, j'ai le CV au template Spider avec les éléments retravaillés. Évidemment, je donne la possibilité de pouvoir modifier parce que l'IA n'est pas infaillible. Et ça me fait gagner un temps fou. Au lieu d'y passer 30 minutes, 1 heure, j'y passe maximum 10 minutes, tu vois, aujourd'hui. Et C'est sachant que c'est derrière, tu proposes le profil, potentiellement, tu vas pas gagner la mission. Donc, si je peux économiser du temps là-dessus, moi, enfin, ça me va. ça, tu l'as vibe codé ou c'est comment? Alors, j'ai vibe codé, ouais, j'ai vibe codé une grosse partie. Alors, en fait, si j'ai vibe codé, c'est un grand mot. C'est-à-dire que moi, j'avais un consultant qui a bossé sur le sujet et il a vibe codé une grosse partie, moi aussi de mon côté, sur certains points. Et du coup, ça a fait 80-90% du travail, ouais. Par contre, effectivement, dans les détails, j'ai eu besoin d'un mec qui était bon sur Next.js, sur TypeScript en particulier, pour pouvoir finaliser, on va dire, et enlever les petits bugs qu'il y a. Mais globalement, ouais, même sur la génération de code. Alors moi, je suis pas forcément un développeur de base, mais sur la génération de code, sur la partie data science et notamment sur la partie traitement de la donnée, etc. Je vais pas dire que je fais rien aujourd'hui, mais en tout cas, je mets beaucoup de l'IA. Et franchement, tu vois, j'ai eu un exemple dernièrement, un truc tout bête. C'était un call API. Ça passe avec la requête curl, mais quand j'utilise Python et du coup la librairie qui va bien, j'ai une erreur. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Ce truc SSL et tout. Je mets un certain temps à chercher tout seul, entre guillemets, et après je balance ça dans Cloud Code, le bout de code, ma problématique, il m'a dit, ouais, il te manque ce paramètre-là. Je l'ai mis, ça passait. Purée, pourquoi j'ai perdu mon temps, tu vois? Mais voilà, après, il y a certaines choses où l'IA va pas, comme je t'ai dit, dans les détails, etc. Mais aujourd'hui, tu vas faire plutôt, moi en tout cas, tu vas faire plutôt de l'ingénierie
enfin de l'architecture, dans le sens l'architecture logicielle ou tu sais un petit peu de l'architecture sur ton projet au global. Et après, moi, je vais beaucoup m'aider de l'IA pour générer le code en particulier, et ça fait gagner un temps fou. Euh, voilà, je sais plus c'était quoi la question, mais La question, c'était ça, toi, c'était de base, tu vois, par rapport aux éditeurs, si il y a Spider, là, Data Science, le gars qui dit que t'es pas bon en Data Science, on l'attrape, Geoffroy. Là, tu nous as régalé. Et c'est aussi le côté automatisation, parce que ah j'ai oui, plein de questions de personnes mais qui mais ont tu des vois, moi j'en business ai, qui veulent mais, me parler. mais moi j'en ai pas mal. Et pour le coup, alors moi je reste très orienté code. Alors j'utilise un peu de N10, un peu de Make, etc. Et je vais même pousser des clients à l'utiliser, surtout quand le client il me dit moi je veux avoir la main sur l'automatisation. Mais moi je reste quand même vachement orienté code pour le versionning, pour le déploiement, pour différentes raisons. Par exemple, je fais pas mal d'API que je déploie sur le cloud, etc. Mais ouais, je vais avoir pas mal enfin quelques automatisations parce qu'après c'est une question aussi de temps de pouvoir développer. Mais par exemple, j'ai automatisé mon CRM, par exemple, donc où je vais avoir, moi j'ai une conversation WhatsApp sur laquelle je balance les profils et les différents contacts, et automatiquement c'est rentré dans mon CRM. Donc j'ai un bot qui scanne, qui récupère des éléments du CV, etc. et qui vient renseigner dans le CRM. Incroyable. L'idée c'est même d'aller plus loin, de faire la même chose pour les besoins, pour les prescripteurs, etc. Puis après tu pourrais même aller encore plus loin, tu te dire bah tiens j'ai mon agent sur WhatsApp. Donc en fait, tu as une conversation WhatsApp qui est pluguée avec un système d'IA, on va dire, et où tu lui dis tout quoi faire à partir du moment où tu lui donnes des capacités. Tout à l'heure, je te disais, tu es capable de passer des fonctions au LLM Hum, pour l'administratif. Donc moi, j'ai mon ESN, j'ai un consultant, imaginons, il a travaillé 20 jours au mois d'octobre. Il me dit, j'ai travaillé 20 jours. Ben, je dis dans une conversation WhatsApp, un tel a travaillé 20 jours. Derrière, c'est tout paramétré, on va dire. Il y a des liens au niveau data, on sait avec qui, enfin chez qui il intervient et tout. Ça me génère automatiquement la facture. Euh, Ça pourrait automatiquement l'envoyer au client avec le CRA, etc., etc. Tu pourrais plugger ça. Je sais pas, tu as un besoin ou tu vois, je te donne un peu de formation. Ça, c'est un bon exemple. Tu pourrais automatiser tout le process admin, c'est-à-dire j'ai la formation, le besoin tombe, je le partage à mon agent, il renseigne ça. Il me dit directement c'est quel profil est plus adapté. Une formation sur PySpark. Tiens, tel consultant, c'est un top PySpark, très bien. Je lui propose, c'est validé. Je dis c'est bon, il a validé. Il génère le bon de commande, 3 jours, tatati tatata. Il lui balance, incroyable. tiens, via OpenScience ou DocuScience avec un call API, il balance des informations. Ça balance le mail à la personne, il a juste à signer, tatati tatata. Et rouler jeunesse, tu vois, tu fais plus grand chose. Alors après, là, je vais loin, ça, c'est pas du tout en place chez moi, mais en vrai, c'est des choses qui se mettent en place, Ce qui est possible de faire. pas forcément avec de grandes difficultés, tu vois. Exactement. Et ça, c'est un peu sous-coté. Tu vois, on parle de WhatsApp. Tu parlais de WhatsApp. On peut faire tellement de choses avec WhatsApp. On peut le connecter. On peut automatiser beaucoup de tâches. Faut juste bien noter tout le flux, etc. Et ensuite, faut automatiser. Et les outils comme N8N ou même le vibe coding, même si c'est un sujet qu'on pourra développer dans un autre podcast avec des spécialistes, parce que je me suis tapé 3 semaines. C'était incroyable, mais j'ai pas mal de retours dessus. Mais c'est des choses que qu'il faut savoir que c'est Tout à fait. possible de gagner du temps. Et pour Hum. ça, il y a Geoffroy Détroussel. N'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn. Et les amis, ça fait plus d'1 heure qu'on est en train d'enregistrer. Est-ce que ça va pour le moment, avant de clôturer ce fameux podcast, Geoffroy? Moi, ça Comment va, t'es hein. là? Comme le dirait un ami à moi, j'aime bien parler, donc moi, je suis bien là. Ah super, Gilles, ça va J'aime de bien ton écouter. côté? Nickel. Bah super, super. Et on a une question avant d'entamer le rituel. Toi, t'aurais un petit peu des conseils à donner aux gens qui nous écoutent de ton côté par rapport à ton parcours, par rapport à se lancer dans la data science, même si tu as répondu un petit peu dans le Combini qui n'est pas un Combini. Ça serait quoi un peu pour se lancer un petit peu dans ce monde qui est l'avenir au final? Dernièrement, là, j'ai fait quelques sessions de coaching par rapport à ça. Donc, des gens qui me demandaient justement comment se lancer un petit peu là-dedans. Déjà, je pense qu'il faut déterminer son profil. C'est-à-dire que tu as des profils. Pour moi, il y a trois grands types de profils. Tu as le profil qui, en fait, est intéressé par la chose, curieux, mais qui ne va jamais faire. Pas parce qu'il n'a pas les compétences ou quoi, mais parce qu'il n'a pas le temps ou c'est pas là qu'est sa plus-value. Et lui, c'est d'être plutôt quelqu'un qui va faire sous-traiter la chose.
Donc ça, c'est déjà déterminé parce qu'il y en a parfois qui viennent parce que c'est la mode ou quoi, mais en fait, t'es pas du tout fait pour ça, tu vas pas kiffer en gros. Tu as le profil qui va effectivement être très intéressé, qui va avoir le mindset d'apprendre sur le tas. Donc lui, je vais lui conseiller de faire le point sur ce qu'il va pouvoir automatiser ou ce qu'il va vouloir prédire ou créer du contenu ou quoi qu'est-ce. Tu te fais ton petit schéma, ta petite roadmap, on va dire, et puis tu mets les pieds dans le plat directement. Donc ça, typiquement, c'est beaucoup les devs euh, qui vont avoir l'habitude, on va dire, de bosser avec des frameworks, donc lire un peu la doc et voilà, monter vite en compétences. En tout cas, c'est souvent ce profil-là. Et tu vas voir le mec, effectivement, qui va avoir besoin de formation, que ça soit technique ou même pour comprendre tous les concepts, etc. Et voilà, donc moi, je vais avoir ces 3 types de profils principalement, on va dire. Et après, en fonction de ça, bah, effectivement, tu vas le driver sur tel et tel techno, enfin, tel et tel sujet. Si tu dois faire de la formation, il y a pas mal aujourd'hui de formations hyper intéressantes. Bah, tiens, tu parlais de Moradatic tout à l'heure. Il y a Rabatic qui a une belle petite Mm. formation sur l'automatisation avec Make and Uten, où du coup, il t'apporte aussi du concret, des exemples concrets, tu vois. Donc ça peut être hyper intéressant. C'est très abordable. C'est surtout, ça te prend pas beaucoup de temps et il y a une partie en e-learning en tout cas. Après, tu as des écoles comme l'école Cube. J'aime beaucoup leur programme au niveau montée en compétence sur la partie no-code IA, on va dire. Et puis après, bah, tu as les trucs un peu plus connus comme Open Classroom, etc. Mais de manière générale, aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de tutos, beaucoup de contenu disponible. Je veux dire, tu veux monter en compétence sur Semantic Kernel, tu as des tutos directement chez Microsoft pour le faire, etc. Il y a pas de contenu spécifique. Il y a des choses qui sont bien connues, comme je disais, Open Classroom, Data Scientist, des organismes de formation qui sont assez réputés là-dedans pour monter en compétence et qu'on va avoir des cursus plus ou moins longs. Mais je pense que c'est assez connu. Donc je disais Open Classroom, Data Scientist, bref, et d'autres. Et YouTube aussi. YouTube, et puis même maintenant, je vais te dire, bah, ChatGPT. Aujourd'hui, pour Avec se des former, pincettes, avec de ouais, la doc scientifique. mais c'est assez intéressant, hein. Moi-même, sur la GenAI en particulier, et surtout sur le prompt engineering, alors je communique pas trop dessus parce que voilà, je le fais occasionnellement avec notamment des chefs d'entreprise, mais je forme aussi à ça, au prompt engineering. Et du coup, l'idée, c'est de donner les bases du prompt engineering et de donner un certain cas d'usage surtout concret sur lesquels tu vas pouvoir les appliquer. Tu as la génération de contenu, d'images, etc., etc. En tout cas, pas mal. On a fait pas mal de tours. Et pour compléter, avec tout ça, bien évidemment, la tech, ça va vite, l'IA, ça va vite. Et il faut aimer apprendre en permanence. Donc, pour ceux qui nous écoutent, voilà, ça serait le petit message en petit plus, en petit bonus. Et en tout cas, Geoffroy, on a passé un bon moment et on a un petit rituel sur Viens, on parle IA. D'ailleurs, allez vous abonner, partager, échanger en commentaire, allez voir Geoffroy Détroussel sur LinkedIn qu'on peut retrouver. Et on a ce petit rituel si tu veux partager quelque chose. Donc ça peut être un livre, une vidéo, une chaîne YouTube, peu importe. Ça serait quoi? Hein, bonne En question. lien ou pas avec la data science, hein. Tu fais ce que tu veux. Recommande ce que tu veux. Ah ouais? Ouais. Ça, je vais recommander une formation. Ça ne sera pas censuré. T'inquiète. Alors attends, juste, j'ai oublié le nom de famille de la personne. Moi, bah, tu vois, tu parlais de formation. Moi, j'aime beaucoup me former et surtout sur les choses que je ne maîtrise pas forcément. Et de plus en plus sur la partie soft skills, etc. Et moi, il y a une formation que j'ai suivie qui est pas forcément liée à l'IA, du coup, mais qui a été un vrai game changer dans ma relation, on va dire, avec les personnes et notamment avec mes collaborateurs. C'est une formation PCM. Alors, je sais plus à quoi ça correspond, mais on va dire ProcessCom parce que c'est très ressemblant à ProcessCom, dispensée par Boris Quinchon, je crois. Et vraiment, je la recommande. C'est sur une journée et ça, c'est vraiment full valeur niveau relationnel avec les personnes. Ça te permet de déterminer quel est le profil de la personne que tu as en face et du coup d'adapter ton discours pour le management, pour la gestion de projet. Je trouve ça, en tout cas, pour collaborer avec des personnes, mais même pas forcément dans le cadre du travail. Tu vois, même avec mes enfants aujourd'hui, j'essaie de faire ça. Tu vois, avec la plus grande qui va être plutôt profil organizer, travailloman dans ProcessCop, et la plus petite qui va être plutôt avec une base rebelle.
Tu vois, c'est hyper marrant après d'essayer d'adapter ton discours, de réagir différemment, et surtout aussi de les voir, elles, Intéressant. évoluer entre elles. Et tu vois, typiquement, ce qui est drôle, alors, après, c'est pareil, moi, dans mon jugement, je peux me tromper. Ça se trouve, elles ont pas du tout ces bases-là. Mais, dans mon analyse, moi, c'est typiquement le genre de profil qui, pour moi, peuvent pas aller ensemble. Et je pense que c'est pour ça qu'elles se chamaillent. Souvent, voire même elles se tapent. Mais par contre, ce qui est hyper drôle, c'est à quel point tu as un petit peu tous les profils finalement, ce qu'on appelle les phases après. C'est que elles arrivent quand même à hyper bien jouer ensemble et à bien rigoler et tout. Et du coup, moi, ça me prouve une chose, ça me prouve que, en fait, finalement, tu peux travailler avec tout le monde à partir du moment où tu sais analyser et tu sais sur quel pied danser entre guillemets avec telle et telle personne. Et ça rejoint un petit peu mon mindset là-dessus, c'est finalement, tu as du bon chez tout le monde. Et même s'il y a certains points que tu apprécies pas et tout, tu peux assez facilement accrocher sur tel et tel autre point et finalement avancer main dans la main avec les personnes. Et tu vois, pour revenir à moi un petit peu ma vision et sur l'IA, et ce que je te disais de mon utopie, c'est que moi aujourd'hui, l'IA, je kiffe et moi, j'estime que c'est quelque chose qui va pouvoir me délester d'un travail un petit peu relou et me concentrer sur l'humain. Super. Je trouve que c'est une belle fin. C'est une bonne citation, ça. L'IA pour se concentrer sur l'humain. Ah non, On c'était met- mieux le début. Me délester de ce qui est un peu relou. Et toi, Gilles, de ton côté, une petite recommandation? Ouais. C'est un livre. Alors, j'apprends le métier d'écrivain et je me suis rendu compte qu'il y avait des techniques. Je pensais que c'était juste écrire et en fait, non, pas du tout. Il y a vraiment des techniques de narration. Et là, je lis un livre qui est une référence, ça s'appelle L'anatomie du scénario de John Truby et ça a changé ma vision des livres, des films. Enfin, tu te rends compte que pour qu'il y ait une belle histoire, il y a un début, enfin, ça paraît bête, hein, mais un début, un milieu, une fin, mais que pour que ça fonctionne, il faut des personnages qui aient certaines caractéristiques et que ça évolue aussi dans l'histoire. Il y a plein de règles comme ça. Donc voilà, j'apprends quelque chose qui est complètement en dehors de l'IA et je trouve ça complètement, très intéressant. Et toi, Je laisse le Mohamed? banc, moi. Et toi, Mohamed? Merci. Merci, les gars. Merci. C'était un Et bon toi, Je vais être Mohamed? relou. À chaque fois, je vais être relou sur ça. Je peux Si, pas on veut me savoir. recommander. Moi, pour revenir sur le sujet, vraiment un petit documentaire qui m'a touché et que j'ai regardé avant le podcast, c'est Madagascar, les petites mains de l'IA sur Arte. Allez le voir, c'est super, c'est très intéressant et je vous le recommande. Les gars, vraiment, on a passé une Attends, bonne heure. je voulais rajouter une ressource. Dis-moi, dis, Il y a un autre lâche-toi. truc hyper intéressant pour l'IA, c'est viens, on parle d'IA. Ah, C'est un super truc, ça, pour monter en compétence, super. avoir un overview. J'ai envie de clôturer sur ça. Allez, on clôture sur ça. Allez, au prochain podcast. 影分身の術